Bien, bonsoir et bienvenue à tous encore une fois pour cette troisième conférence du professeur David Ownby de l'Université de Montréal qui nous parle dans cette série de 4 conférences. Donc aujourd'hui c'est la troisième, mardi prochain 28 à 17h ce sera donc la quatrième et dernière déjà. Donc sur ces intellectuels publics chinois dans leur rapport au pouvoir politique, notamment dans le cadre de cette Chine qui est censée être en pleine montée en puissance. Voilà, donc aujourd'hui vous avez le titre sur l'écran, donc je laisse sans plus de procès donc la parole au professeur Ownby. Merci Anne-Chang et merci à vous tous d'être venus si nombreux encore une fois. Vous voyez le titre sur l'écran devant vous, les libéraux chinois à l'époque de Donald Trump, les périls du politiquement correct et du mouvement Black Lives Matter. En fouillant dans mes affaires pour écrire la conférence, je suis tombé sur un titre qui me plaît encore mieux, qui serait les libéraux chinois de Václav Havel à Donald Trump, point d'interrogation. Vous allez voir pourquoi au cours de la conférence. C'est quelque chose de très curieux. Et le thème que je vais aborder aujourd'hui est justement les libéraux chinois sur le défensif. Comment vont-ils réagir à la montée de la Chine et au rejet des valeurs universelles? Parce que le contexte est que les libéraux chinois ont été, dès les années 80, ils constituent une majorité numérique en Chine. Donc si on s'en va sur les campus en Chine, et pour parler avec les universitaires, je dirais que même aujourd'hui, la plupart d'eux restent des libéraux d'un genre ou d'un autre. Il y a toutes sortes de libéraux en Chine. Mais malgré cela, avec la montée de la Chine et la montée de Xi Jinping, les deux ont fini par nuire à la position des libéraux, parce que la Chine est devenue la puissance qu'elle est aujourd'hui, sans s'occidentaliser, ce qui a permis à certains de rejeter du revers de la main les valeurs universelles, et c'est ça que la plupart des libéraux embrassent. Et donc la question pour aujourd'hui, c'est de voir comment ils vont faire face à ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous trouvez sur le défensif? Quelles sont les valeurs qui vous restent à défendre? Quels sont les espaces qui vous restent à occuper? Donc c'est ça la question pour aujourd'hui. Avant d'aborder ça directement, je vais faire marche arrière un petit peu pour parler des libéraux plus en général en Chine. Ceci parce qu'à plusieurs reprises, j'ai souligné que l'image qu'on a grâce aux médias, que chaque intellectuel chinois est un dissident, est un libéral, cette image est fausse. Parce que c'est un phénomène qui est réel, que les médias nous nourrissent de ce genre d'image. Et j'ai voulu un peu corriger le tir là-dessus. Mais il ne faut pas aller trop loin, parce qu'on trouve en effet en Chine les libéraux qui ne sont pas les dissidents, mais qui disent à peu près la même chose que beaucoup de dissidents. Donc pour démontrer la chute que vont expérimenter les libéraux chinois suite à la montée de la Chine et de Xi Jinping, je veux parler un peu des libéraux qui sont venus avant, pour vous donner une idée de ce qui a été perdu en cours de route. Et je commence par le bonhomme que vous voyez, Li Shenzhi, qui est d'une génération assez... il est né en 1923. Et donc, Li Shenzhi... Oui, les portables prennent l'avion, hein, s'il vous plaît. Donc, pour les gens comme Li Shenzhi, sa vie de jeune a été... la chose la plus importante était l'invasion japonaise. Donc toute sa génération, il est né en 23. Les Japonais envahissent la Mandchourie en 31, le reste de la Chine ou la Chine de la côte Est en 37. Ça veut dire qu'il est adolescent au moment quand tout ça va arriver. Et comme le reste de sa génération, le grand défi, c'est quoi faire face à ça, comment faire pour résister aux Japonais.
Et ça va définir sa vie et la vie de beaucoup de ses contemporains, toute une génération, comme je l'ai dit. Le problème a été que le gouvernement de la Chine, dominé par les nationalistes, n'était pas à la hauteur. Ils n'avaient pas la capacité vraiment pour résister aux Japonais. C'était juste un fait en termes de développement militaire, politique, économique, etc. Il manquait les ressources. Le reste du monde était aux prises avec autre chose. Et donc, ça a laissé les gens comme Li Shenzhi et ses copains un peu perplexes parce qu'ils ne savaient pas quoi faire si le gouvernement n'était pas capable de défendre les jeunes et le reste du pays face aux Japonais. Et le fait que le gouvernement n'était pas capable vraiment de défendre le pays contre le Japon a miné sa crédibilité, et suite à ça, le gouvernement répond en supprimant le dissens. C'est un cycle qu'on a vu ailleurs, c'est pas qu'en Chine. Les communistes, par contre, qui étaient assez petits en tant que groupe au début des années 30 et profitent justement de l'invasion japonaise pour devenir un groupe plus important, eux, ils déclarent la guerre contre le Japon à partir de leur base rurale en 1931. Mais bon, c'est un peu comme si la Corse déclarait la guerre contre la Russie. Je ne suis pas sûr ce que ça ferait en termes réels. Mais la plupart, beaucoup de gens de son âge, de sa génération, finissent par décider d'aller du côté des communistes pour des raisons de résistance et pour des raisons de mécontentement face au gouvernement en place. Et donc, en 1941, Li Shenzhi, qui vient d'une famille assez aisée et qui a une bonne formation en tant que quand il était jeune, il rentre à l'université en 1941 à Beijing, à l'université Yenjing, qui va devenir Tsinghua. Mais il laisse tomber après pour raison de la guerre. Il fait son chemin vers Yunnan, dans l'ouest du pays, où les communistes ont organisé une base à partir de laquelle il s'organise et il perd de la résistance. Donc il fait partie de cette génération qui abandonne l'université et tout le reste pour raison de la guerre et de la cause de la résistance. Et il trouve sa place là-bas. Il travaille en tant que journaliste pour l'agence chinoise, Nouvelle Chine, et il commence à se tailler une place au sein du mouvement. Et donc, après la victoire des communistes en 1949, il continue sur le même chemin. Il travaille dans le journalisme. Il développe une expertise aussi en termes d'affaires étrangères. Il finit par rentrer dans l'équipe de Zhou Enlai, qui est un des bras droits. Je ne sais pas combien de bras droits il y avait de Mao Zedong. Donc, tout ça pour dire que Li Shenzhi, en tant qu'intellectuel, fait son chemin. Il devient une partie importante de l'équipe communiste. Donc, tout est bien en marche. Jusqu'à 1956, quand les choses... il y a un point tournant. En février 1956, Khrouchtchev choque le monde soviétique en donnant son rapport secret sur Staline, où il dénonce le culte de la personnalité et tout le reste. Cet automne, il y a des soulèvements en Europe de l'Est, supprimés par la suite par les troupes soviétiques. Et tout ça crée des remous en Chine aussi. C'est normal qu'on se pose des questions. Et au cours de ceci, Mao Zedong demande à Li Shenzhi ce que la Chine doit faire face à tout cela. Donc tout le monde soviétique est en train de se poser des questions. Et Li Shenzhi abonde dans le sens de Khrouchtchev, qui a dénoncé Staline en disant que la Chine doit choisir le voie, entre autres, de l'ouverture et peut-être un jour même la démocratie. Pour cette raison-là, un peu plus tard, après la campagne politique, les sans-fleurs, Li Shenzhi se fait taxer de droitiste, et sa vie prend un tournant assez radical pour lui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait partie du mouvement communiste, qui s'est à une place au sein du régime, est rejeté du revers de la main. Donc, il est expulsé du parti entre 1957 et 1973.
Il passe beaucoup de temps à la campagne, je ne sais pas exactement dans quelles conditions, mais je ne pense pas que c'était un hôtel de luxe, disons. Et donc, voilà, il avait fait son choix, il avait travaillé fort, il avait fait partie de l'équipe, entre guillemets, mais pour raison d'une affirmation faite comme ça à Mao Zedong, il perd presque tout et passe 15 ans, un peu plus même, en tant que quelqu'un qui était rejeté par le système. En 1973, il revient à Beijing, mais il reste toujours à l'extérieur du monde dit normal. Mao Zedong va mourir en 1976. En 1979, Deng Xiaoping organise sa première tournée aux États-Unis et il reconstitue donc possible l'équipe diplomatique de Zhou Enlai dans le temps. Et donc, Li Shenzhi est appelé à faire partie du groupe parce qu'il y a une certaine expertise en matière d'affaires étrangères. Il est bien content de le faire pour les raisons personnelles et pour les raisons patriotiques en même temps. Donc, il fait la tâche qui lui est donnée. Et au retour de la Chine après le voyage aux États-Unis, il rejoint le parti où il lui redonne sa carte de parti. Je ne sais pas exactement comment ça se fait. Donc, il fait partie de nouveau du régime. En 1981, il est nommé chef directeur de l'Institut d'études américaines de l'Académie chinoise de sciences sociales, qui était l'Académie de sciences sociales, c'est là où on trouve les meilleurs savants académiques en Chine. L'Institut d'études américaines est extrêmement important pour cause de la relation sino-américaine qui avait pris un gros revirement à la fin des années 70, et le fait que ce soit Li Shenzhi qui est nommé à ce poste-là nous en dit long, encore une fois, de l'importance que le régime l'accorde. Donc, il occupe ce poste-là pendant quelques années. Il fait un boulot apparemment impeccable jusqu'au 99, quand il y a le massacre de Tiananmen. Et lui, comme certains d'autres, n'était pas capable de tenir la langue. Donc il se laissait aller dans les critiques, pas ouvertes, mais à l'intérieur, à l'interne, il laisse savoir que ce n'était pas quelque chose qui est acceptable pour lui, au point où, l'année après, en 1910, il perd son poste de vice-président de l'Académie, un poste très important, et en 1995, il finit par se faire expulser carrément de l'Académie, et quelques années après, il va signer quelques textes qui expriment son mécontentement, sa dissidence même, face à ce que la Chine était devenue. J'avoue ne pas savoir comment il a fait pour publier ces choses-là. Que je sache, les écrits sont toujours disponibles en Chine, ce qui fait que, à la différence de la plupart des dissidents que nous on connaît, que les Chinois ne connaissent souvent pas, tous les Chinois connaissent Li Shenzhi. Et en fait, j'ai découvert au cours de ma carrière à l'Université de Montréal qu'il est parmi les seuls que connaissent les Chinois qui viennent à mon université. C'est les Chinois qui sont dans les relations internationales, et ce n'est pas des historiens, mais ils connaissent toutes et tous Li Shenzhi, ce qui témoigne encore une fois de l'importance qu'il a dit à ce moment-là. Et donc, je vais parler ici de 3 textes qu'il a signés en 99 et 20 000. Le premier s'appelle « Rallumer le flambeau des Lumières » en commémoration du 80e anniversaire du mouvement du 4 mai. C'est 4 mai, pas 4e mai, c'est une faute de frappe, je m'excuse. Deuxième texte, 50 ans de tempête et de vicissitudes, soliloque à la veille de la fête nationale. Et un troisième texte, la tradition culturelle et la modernisation de la Chine, avec remarques supplémentaires sur l'autoritarisme chinois. Ceci pour démontrer encore une fois quelles ont été les possibilités en termes de
libéral, d'être un libéral critique en Chine. Donc, le premier texte, Rallumer le flambeau, dans ce texte-là, il s'adresse à un argument qui faisait son chemin en Chine à ce moment-là, comme quoi la raison pour laquelle la Chine avait perdu la boule, si vous voulez, lors de la révolution culturelle, c'est parce que la même chose était arrivée, dans un moindre mesure peut-être, lors du 4 mai, le mouvement du 4 mai de 1919. Encore une fois, un point tournant dans l'histoire chinoise, compris normalement comme le moment où la Chine a décidé de rompre de façon définitive avec son passé, avec sa tradition confucienne. Un argument autoritaire avait décidé qu'ils se sont laissés aller à l'extrême à ce moment-là et que depuis, la Chine avait perdu en quelque sorte le contrôle sur soi. Et ceci explique, je ne suis pas du tout d'accord, donc ceci explique les gardes rouges, la terreur de la révolution culturelle, tout ce qui s'était dérapé pendant cette période-là. Donc, Li Shenzhi, dans son premier texte sur Rallumer le flambeau des Lumières, revient là-dessus pour dire que c'est de la foutaise, que c'est n'importe quoi, que le problème que le mouvement du 4 mai aurait voulu adresser ou aborder est celui de l'autoritarisme. Le fait que la Chine avait été aux prises avec un excès d'autoritarisme tout au long de son histoire. Et ça se voit même après le mouvement dans les caractères, les personnages de Sun Yat-sen, de Chiang Kai-shek, de Mao Zedong, qui se sont tous montrés très autoritaires. Mao Zedong s'est défini comme un mélange de Marx et Qin Shi Huang, le premier empereur. C'est sa façon de se définir lui-même. Et donc, Li Shenzhi, dans son texte, insiste pour dire que c'est ça le problème que la Chine a connu tout au long de son histoire. C'est un problème qui reste à résoudre même aujourd'hui. Le deuxième texte, alors, c'est 50 ans de tempête et de vicissitudes, et est encore plus direct et plus tranchant que le premier. Et je dois avouer que quand je l'ai relu dernièrement, j'avais du mal à croire qu'il a réussi à publier le texte le 9 octobre 1999, un peu plus d'une semaine après la célébration du cinquantenaire de la Chine nouvelle. Ce texte précis est extrêmement émouvant parce qu'il est très personnel et encadré, je m'excuse, par le contraste brutal entre les sentiments que Li Shenzhi a éprouvés lors de la naissance de la Chine nouvelle, parce qu'il était présent lors des célébrations à Tiananmen en octobre 1949, et ses pensées d'homme vieillissant 50 ans plus tard, alors que la Chine produit, et je le cite, la même grande et imposante revue militaire, les mêmes foules en liesse, les mêmes ensembles culturels chantant et dansant, les mêmes salves de canon qui secouent la terre, les mêmes feux d'artifice colorés. En 1949, Li Shenzhi avait 26 ans et à ce moment-là, il était touché jusqu'au plus profond de son être par le succès de la Révolution et la majesté des célébrations qui soulignaient ce succès. Il écrit « J'ai passé les 7 heures entières dans un état d'euphorie. Je me souviens même clairement de la voix du président Mao lorsqu'il a annoncé la fondation de la République populaire. Les souvenirs de mes expériences sur le chemin de Yan'an à Pékin revenaient sans cesse dans mon esprit. Tout ce qui concerne ma jeunesse et mon éveil, ma prise de conscience et ma participation à la Révolution. » Le titre d'un poème de l'écrivain Hu Feng, paru dans le quotidien du peuple dans les jours qui ont suivi la cérémonie, résumait tout ce que lui-même avait ressenti. Le temps a commencé. C'était ça le titre du poème, l'idée que la révolution marque le début d'une ère nouvelle qui va tout changer. Malheureusement, cet enthousiasme était de courte durée. Hu Feng, le poète, a été jeté en prison à peine 6 ans plus tard. Li Shenzhi lui-même était qualifié de droitiste en 1957, on l'a déjà dit.
Li Shangzhi, dans son texte, cite l'adage de la Révolution française, selon lequel la Révolution dévore ses propres enfants, ajoutant que cette sinistre vérité a été en fait confirmée sur ma propre personne. Et ce n'était cependant que le début. Et c'est pas la fin du texte. Li Shangzhi retrace ensuite l'histoire de la République populaire d'une voix critique qu'on entend très rarement, voire jamais en Chine. Selon lui, tout le mal a commencé avec le célèbre article de Mao Zedong sur la dictature démocratique du peuple, écrit en 1949, qui a préparé le terrain à une dictature qui méprisait les individus. Il cite un certain secrétaire général du Parti socialiste ou communiste même italien, selon lequel la dictature d'une classe sociale conduit inévitablement à la dictature d'un parti, et la dictature d'un parti conduit inévitablement à la dictature personnelle. Cela s'est traduit, entre autres, par les campagnes et les mouvements au cours des années 50, notamment le Grand Bond d'Avon, au cours duquel, et je cite, des dizaines de millions de personnes sont mortes de faim, quelque chose qui est toujours difficile à dire en Chine de nos jours. Et d'innombrables collines et montagnes ont été dépouillées de leurs arbres pour faire du bois de chauffage afin de fabriquer du fer et de l'acier, et qui a culminé avec la grande révolution culturelle qui a duré 10 ans, a provoqué le désastre pour 100 millions de la population chinoise. Il finit en affirmant que les 30 premières années de la République populaire qui ont pris fin en 1976 pourraient bien être décrites comme un règne de terreur. Et c'est encore pas fini. L'ère de Deng Xiaoping, il continue, ne mérite pas davantage cet éloge. Je cite, aucune personne un ton soit peu sensible aux droits des citoyens ne peut croire qu'il y ait eu des changements substantiels au régime ou que l'idéologie ait changé. C'était toujours le régime de Mao et l'idéologie de Mao. Il fait un peu marche arrière, il admet que Deng avait peut-être de bonnes intentions en démantelant la dictature de Mao et en établissant la ligne politique de réforme et d'ouverture, mais, continue Li, il a commis un crime impardonnable lorsque, il y a 10 ans, il a déployé des troupes pour réprimer les étudiants. Et puis après, il se souvient avoir visité la place Tiananmen pour la 40e anniversaire de la fondation de la République populaire, 4 mois après le massacre de juin 1989. Et il note, j'ai vu beaucoup de vieux camarades et de compagnons d'armes sur la tribune d'honneur, mais personne n'avait grand-chose à dire. Les gens restaient simplement assis en silence, regardant les feux d'artifice, les chants et les danses sur la place étaient en fait à peine visibles. Et il continue en disant, donc 10 ans plus tard, en 1999, c'est la même histoire. Défilés et célébrations rendus possibles par le fait que le peuple dans son ensemble a perdu la mémoire et la capacité de s'engager dans une réflexion rationnelle. Les humiliations et les désastres subis par la nation au cours des 50 dernières années se sont tous évanouis dans l'air. Il ne fait aucun doute que le principal coupable de ces humiliations et de ces désastres est Mao Zedong. Et donc, ça c'est le deuxième texte qui, encore une fois, est extrêmement dur à l'égard du parti et à l'égard de Mao Zedong. Ce n'est pas du tout quelque chose que quelqu'un pourrait publier en Chine de nos jours. Le troisième texte de Li, qui s'appelle « La tradition culturelle et la modernisation de la Chine », avec remarques supplémentaires sur l'autoritarisme chinois, est beaucoup plus érudit que les deux précédents qui étaient plus personnels. En fait, c'est l'érudition de ce texte-là qui a impressionné beaucoup d'intellectuels chinois. Et il y a un petit culte voué à Li Shangzhi de la part de beaucoup de ces intellectuels libéraux. Mais le texte aborde la question de l'autoritarisme de toutes sortes d'angles pour finir à chaque fois par dire la même chose que d'après mes observations et mes études de ces dernières années, je pense que la tradition culturelle de la Chine peut être résumée en un seul mot, l'autoritarisme.
Et donc, pour résumer ce que j'ai à dire sur Li Shangzhi, il fait partie d'une génération qui s'est jointe librement au mouvement communiste pour des raisons de patriotisme et d'idéologie, qui s'est consacré cœur et âme au parti pour se faire rejeter, pour souffrir pour ses peines. Il n'est sûrement pas le seul à avoir souffert de cette façon-là. Il y a beaucoup, la plupart finissent par se faire exiler ou expulser de la Chine. Li Shangzhi est connu aussi, quand j'ai parlé de Václav Havel tout à l'heure, lui, il a cité Václav Havel et sa volonté à lui de vivre dans la vérité, de parler de la vérité de son expérience, pour faire la même chose dans ses écrits et dans sa façon, dans sa franchise, disons. Et donc, ces trois textes-là, surtout les deux premiers, sont les textes qui essaient de parler de la vérité telle que tout le monde l'avait vécu en Chine. Et donc, c'est pour ça que ses écrits et son personnage demeurent assez importants, même pour les jeunes générations en Chine aujourd'hui. Et donc, c'est un exemple, alors, d'un libéral, du genre de critique extrême qu'un libéral était capable de faire en Chine, mais sous des circonstances assez exceptionnelles. Je ne dis pas que c'était possible pour tout le monde. Je pense que lui était âgé. Je ne sais pas quelles ont été les autres circonstances un peu spéciales qui lui ont permis de faire ce qu'il a fait, mais il l'a fait. Donc c'est un espace, une voie qui a existé en Chine il n'y a pas si longtemps que cela. Deuxième exemple d'un libéral en Chine, c'est He Weifang, né en 1960. Donc il aurait pu être le fils de Li Shangzhi, j'imagine. Et He Weifang est surtout connu pour son activisme pour la réforme judiciaire, juridique. Donc c'est un avocat, un prof de droit à l'université de Pékin. Il est né en 1960, comme je viens de le dire, donc il a vécu la révolution culturelle au cours de sa jeunesse, son adolescence. Quand il arrive à l'université, vers la fin des années 70, il est motivé d'abord et avant tout pour faire le nécessaire, pour faire en sorte que ça ne puisse jamais arriver encore, la terreur, le désordre de la révolution culturelle. Donc, il fait l'étude de droit, une motivation partagée avec beaucoup d'autres intellectuels qui ont fait les études de droit dans les années 80. Et donc, il finit par être un excellent étudiant, et j'imagine excellent chercheur. Il a travaillé sur l'histoire européenne, des sujets qui l'intéressent. Il a traduit énormément de matière à partir des textes juridiques légaux anglais. En 1995, après avoir enseigné à Sichuan pendant 15 ans à peu près, ou pas tant que ça, 10 ans à peu près, il finit par être transféré ou obtenir un poste à l'université de Pékin. Et il est là depuis. Il est connu surtout pour son activisme. Donc, tout au long des années 90 et jusqu'au moment où Xi Jinping prend le pouvoir, il fait des tables rondes, il donne des conférences au rythme de 2-3 par mois dans beaucoup d'universités en Chine, où il essaie de partager ses convictions avec les étudiants, avec les autres intellectuels. Et sa conviction profonde était assez simple. Il est convaincu que la Chine a besoin de la loi occidentale dans toute sa splendeur. L'idée étant que seule la loi peut restreindre le gouvernement, seule la loi peut garantir aux individus qui ne vont pas souffrir les mêmes maux que tout le monde a souffert au cours de la révolution culturelle. C'est écrit, en tant que chercheur, moi je ne suis pas juriste, alors je ne sais pas trop comment évaluer tout cela. Selon certains, ils sont plutôt simplistes. Et c'est vrai
il ne se laisse pas... il y a pas... Les détails du nationalisme ou la culture chinoise, pour lui, sont que des détails. Donc lui est convaincu que la loi existe quelque part, on peut aller la chercher. Il crée un peu comme un ingénieur qui essaie de résoudre un problème technique. Et donc, il croit qu'un pays, s'il est en manque de quelque chose, il s'en va sur le marché international pour se l'acheter, pour se le procurer. Donc, la loi ou le droit, c'est pas différent qu'autre chose. Et donc, c'était un vrai phénomène en Chine pendant assez longtemps. Et même en 2011, la revue américaine Foreign Policy l'a nommé une des 100 personnes les plus influentes au monde. Ce qui nous en dit long sur les changements que la Chine a connus depuis 2011, ce qui n'est pas si longtemps que cela. Et encore une fois, on a des témoignages de la part des chercheurs occidentaux qui ont accompagné He Weifang lors de ses tournées en Chine pour essayer de faire de l'activisme et de convaincre les jeunes et les profs, encore une fois, de partager son point de vue sur la nécessité que la Chine importe et installe un régime de loi. Et le commentaire occidental qui accompagnait He Weifang et les autres a noté à quel point c'était un phénomène extrêmement répandu, que les salles étaient pleines, que les discussions étaient franches, que tout était fait dans un sens de bonne humeur et de bonhomie, et que, de toute évidence, la Chine était en passe de devenir autre chose. Et donc, c'est-à-dire que, aux yeux du monsieur qui avait accompagné He Weifang, encore une fois, la Chine se dirigeait vers un avenir autre que celui de l'autoritarisme qu'avait condamné Li Shenzhi, ou l'état de désordre et folie qui avait caractérisé la révolution culturelle. Cela dit, depuis la montée au pouvoir de Xi Jinping, He Weifang a été obligé de mettre de l'eau dans son vin, disons, au point où, je pense que c'était en 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus exactement, il a annoncé formellement qu'il n'allait plus publier sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que l'activisme, le militantisme qu'il avait motivé tout au long des 15 ans précédents, ça ne peut plus fonctionner. Ce qui se fait en Chine, même si on ne se fait pas punir forcément, quand le gouvernement n'aime pas ce que tu fais, il supprime des postes ou il ferme des comptes, et ils peuvent faire ça à multiples reprises jusqu'au point où les gens renoncent, parce que c'est plus la peine d'appeler le fournisseur de services pour dire que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais mon compte ne fonctionne plus, et donc c'est ce qu'il a fait. Donc c'est un exemple, encore une fois, du genre de libéral qui a pu exister en Chine il n'y a pas si longtemps que cela, mais qui n'existe plus. Mais lui a été pas taxé de dissident, il a toujours son poste. Il écrit parfois, j'ai moi-même traduit une conférence qu'il a donnée au PEN chinois, l'Organisation des écrivains mondiale, sur la vie intellectuelle lors du temps de la République, c'est-à-dire dans les années 20, 30 et 40, et donc une façon un peu détournée pour lui de dénoncer les pratiques auxquelles il fait face dans la vie de tous les jours. Et donc, tout ça pour dire que les gens comme He Weifang continuent à exister en Chine, ils continuent à mener le bon combat, mais ils ont été marginalisés. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont pu faire, même il y a 10 ans. Il y a les coins de l'Internet où ça continue. Il y a même les canaux YouTube où les libéraux continuent à tenir le même discours qu'ils ont tenu, les discours qui ressemblent le discours de Li Shenzhi ou de He Weifang, mais ils ne peuvent plus faire des tournées, les tables rondes ou parler librement qu'ils ont pu le faire il y a 10 ans de cela. Et donc, c'est un peu triste. Et donc, prochaine chose, qu'est-ce qu'on fait
quand l'espace s'en va. Donc, encore une fois, He Huifeng et Li Shenzhi sont les exemples un peu extrêmes. C'est pas normal que les gens puissent parler comme ça, même quand les choses étaient plus faciles, même avant la montée de Xi Jinping, c'est des propos des exemples un peu radicaux. Mais là, ça s'en va, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, les libéraux demeurent la majorité des intellectuels publics en Chine. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a quelques exemples. Il y a l'exemple de Xu Jilin, celui que je cite en tout temps, qui réplique. Ils savent qu'ils sont en train de perdre du terrain, et donc ils s'adressent aux discours qui leur déplaisent, en essayant de dire le contraire. Donc Xu Jilin, par exemple, dans le livre que j'ai traduit, dont j'ai parlé lors de la première conférence, il y a des chapitres là-dedans où l'objectif de Xu Jilin est justement de dénoncer les discours des gens qui dénient ou qui refusent les valeurs universelles. Donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est ça qui arrive avec Xi Jinping, avec la montée de la Chine. C'est l'idée des valeurs universelles est remise en question. Xu Jilin, dans sa riposte ou dans sa réplique, ne dénonce pas directement, de manière frontale, ces discours, mais ce qu'il dit, il remonte dans l'histoire, il dit que la Chine n'est pas unique, qu'on a des exemples autres. L'exemple, par exemple, du Japon ou de l'Allemagne avant la guerre. Dans les deux cas, c'est les pays qui ont rattrapé l'Occident, qui ont rejeté les valeurs dites universelles, qui ont développé les discours qui ont étalé les gloires de la civilisation japonaise ou allemande, ou la race, dépendamment du cas. Et regardez ce qui est arrivé, dit Xu Jilin. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fini dans la guerre et dans la défaite. Et donc, ils sont en train de dire qu'il faut prendre ça au sérieux, parce qu'il y a un vrai risque qu'on va courir si on se permet de se penser unique, si on se permet de prendre nos distances des valeurs universelles. Dans les cas historiques, ça va mal. Et donc, c'est des arguments assez puissants. Il les exprime bien. Il n'était pas d'ailleurs la seule personne à offrir ces arguments. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que l'espace disponible pour faire ces arguments en public va se rétrécir, ou personne ne va répondre. Et donc, ça ne marche plus de répéter les mêmes arguments. Et donc, voilà, les gens passent à autre chose. Une autre chose, c'est l'exemple de Sun Liping. Sun Liping est un sociologue à la retraite qui était à Tsinghua, l'université de Tsinghua. Pour le gros de sa carrière, c'est pas la totalité de sa carrière, c'est un libéral qui, quand il était prof, il a travaillé surtout sur la transition économique, et donc il défend des marchés et tout cela. À la retraite, il est devenu un blogueur très suivi et très assidu. Et la posture qu'il a développée, c'est quelqu'un qui commente l'actualité, mais un peu comme un badaud. Et dans les marges, il lance les commentaires sur les affaires de tous les jours, avec une voix ou une posture qui est un peu un diseur de vérité. Donc il dit la vérité sur les choses. Pas de façon à dire que le gouvernement fait n'importe quoi, mais juste pour rappeler avec une graine de gros bon sens ce que tout le monde sait. En fait, si son blog était en français, le titre aurait pu être « Voyons donc ». C'est un peu ça l'esprit de son blog. Donc, par exemple, il y a toujours en Chine une discussion sur la prospérité commune. C'est un slogan ou une possibilité lancée, surtout par le gouvernement, dans le contexte des inégalités qui sont très importantes en Chine. Donc, le gouvernement a promis de faire certaines choses pour corriger le tir. Entre autres choses, ils se sont attaqués aux milliardaires dans la high-tech. Et Sun Yiping, en tant que libéral,
attendons 2 minutes. High-tech, c'est ce qui a fait la Chine ce que la Chine est. Et pensons 2 fois avant d'attaquer ces bonhommes-là. Et donc, ils ne défendent pas de nom forcément les milliardaires qui se font attaquer. Mais c'est une façon de dire que pensons 2 fois avant de faire les choses qui ne sont pas forcément très sensées ou forcément très intelligentes. Autres exemples de la même chose, il a écrit pas mal sur la guerre en Ukraine, disant qu'est-ce qu'on est en train de faire, la Chine. La Russie, c'est un pays en déclin qui a fait une grosse connerie. Tout le monde se met contre la Russie. Est-ce que c'est vraiment intelligent pour nous d'appuyer la Russie? Et donc, ce poste-là a été supprimé. Mais encore une fois, c'était voyons donc, on est en train de faire quoi? Autre chose pour le Covid. Assez tôt, il a regardé ce qui se passait dans l'Est du monde, où tout le monde était en train de vivre avec Covid, alors que la Chine était toujours à pratiquer sa politique zéro. Et il pose la question, assez bonne d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on va faire quand tout le monde vit avec et s'ouvre au tourisme, au mouvement libre de biens et de personnes, alors que nous, on est toujours fermés, on a fait notre fortune sur le commerce. Qu'est-ce qui va se passer si on reste fermé comme ça? Donc ça, c'est la posture qu'il a adoptée. Il n'est pas le seul, il y a plein de gens qui font ça. Encore une fois, c'est quelque chose qui est toujours disponible aux libéraux. Mais en même temps, ce n'est pas forcément la posture la plus importante. Et j'arrive maintenant à la thématique du jour, qui est Donald Trump et Black Lives Matter. Donc, voilà. Et comme vous allez le voir, c'est une autre réponse libérale, pour le moins surprenante, je trouve. Donc, l'élection de Donald Trump en 2016 a fait la une des journaux du monde entier. D'abord parce que c'était totalement inattendu, puis après parce qu'elle en est venue à symboliser la crise de la démocratie américaine. Les électeurs américains avaient élu un président qui, quels que soient ses autres talents, entre guillemets, ne connaissait rien à l'art de gouverner et s'en souciait peu, de comprendre la politique qu'en art d'enflammer les opinions extrêmes afin de consolider et d'accroître son pouvoir personnel. Les libéraux chinois, qui accordent une importance primordiale à la démocratie, à l'état de droit et à la règle constitutionnelle, auraient dû être horrifiés par les pratiques de Trump. Les États-Unis avaient été jusqu'à-là le modèle de la plupart des libéraux chinois, et c'est sûr qu'il y en avait, les libéraux chinois horrifiés par Donald Trump, mais je ne suis pas sûr du tout qu'ils représentaient la majorité. Et même pour ceux qui avaient des doutes sur Donald Trump, ils étaient quand même très nombreux à condamner Black Lives Matter et tout ce qui était politiquement correct. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand j'ai découvert ça l'année passée ou l'année avant, je ne me rappelle plus exactement. Commençons par la réaction chinoise à Black Lives Matter avant de parler de Donald Trump. Je vais vous présenter un résumé d'un texte de l'été 2020 qui est la transcription d'une table ronde sur le mouvement Black Lives Matter, qui est assez parlant. La discussion a été organisée et dirigée par Xu Jilin, encore une fois, il est partout, M. Xu Jilin. Donc j'admire beaucoup. Parmi les participants de la table ronde, on retrouve 3 collègues de ceux qui sont de Shanghai, qui sont Liu Qing, Wu Guanjun et Bai Tongdong. Liu et Wu sont tous les deux un peu à la gauche de Xu Jilin. Bai Tongdong est un peu à la droite de Xu Jilin et est même considéré parfois comme nouveau confucianiste. Liu Qing, Wu Guanjun et Bai Tongdong ont tous étudié et ou enseigné
pendant de longues périodes aux États-Unis, en Australie, et donc ils parlent couramment l'anglais, ils connaissent bien l'Occident. Quelque chose qui m'ont frappé en lisant et traduisant ce texte, d'abord, il y avait le haut niveau de sophistication dont font preuve les participants, dont aucun n'est spécialiste des études américaines. Liu Qing, qui est spécialiste de la pensée occidentale, est particulièrement remarquable à cet égard. Il cite presque en passant Coleman Hughes, pas très important pour nous, c'est un jeune blogueur et podcasteur afro-américain qui doute du fondement des affirmations de Black Lives Matter concernant les motivations de la police. Thomas Sowell, encore une fois, un économiste afro-américain conservateur de Stanford. Iris Young, politologue américaine et théoricienne féministe. Moi, avant de lire le texte de ce texte chinois, je connaissais un peu Thomas Sowell, mais les autres étaient nouveaux pour moi. Donc, juste pour dire à quel point Liu Qing maîtrise bien son affaire américaine. Les trois autres participants ne sont peut-être pas aussi impressionnants que Liu Qing sur ce plan, mais ils sont tout de même extrêmement bien informés. Ils parlent en passant à des choses comme le Lincoln Project, qui est une campagne anti-Trump très médiatisée, organisée par des républicains qui détestent Trump. Ils parlent de Robert E. Lee, le général confédéré de l'époque de la guerre civile américaine, dont les statues qu'on trouve partout dans le sud des États-Unis sont des symboles du racisme et des débats sur ce qu'il faut faire contre le racisme. Ils parlent de Trevor Noah, qui anime The Daily Show, qui est une émission sur télévision chaque soir qui commente les affaires du jour. Bref, je ne peux imaginer aucune table ronde de discussion sur la Chine par les non-spécialistes de la Chine aux États-Unis où le niveau de connaissance sur la Chine serait comparable. C'est extrêmement frappant et impressionnant ça. Cela dit, la caractéristique la plus frappante du texte est de loin son cadrage conservateur. La discussion commence par une question lourde de sens. Dans quelle mesure le politiquement correct est-il correct? Et le thème qui domine les échanges du début à la fin est le danger des politiques identitaires, que les commentateurs identifient à juste titre, juste à cette mesure, au mouvement Black Lives Matter. Toutes les parties à la table ronde sympathisent avec les Afro-Américains et conviennent de l'existence du racisme systématique aux États-Unis, mais ils s'interrogent quand même sur le bien fondé de la politique identitaire, qui met l'accent sur la distinction et la différence des groupes minoritaires au détriment du consensus politique nécessaire au fonctionnement de la démocratie. Je cite Liu Qing. « Nous devons comprendre que la politique identitaire est un jeu dangereux, car si vous pouvez y jouer, votre adversaire peut le faire aussi. L'exemple le plus célèbre dans l'histoire américaine est celui du Ku Klux Klan. Au cours de l'élection de 2006, Trump a effectivement utilisé le pouvoir de la politique identitaire blanche. En outre, le mouvement actuel a également connu des moments de violence et de destruction, ce qui peut rebuter les personnes qui sympathisent initialement avec les manifestants. Certaines personnes pensent qu'il y a toujours un prix à payer pour une révolution, mais utiliser la violence contre quelqu'un qui menace de vous faire du mal est une chose, et utiliser la violence pour piler un magasin en est une autre. Les personnes endommagées lors des pillages ne sont pas limitées aux grandes entreprises, mais comprennent également des petites boutiques familiales, des magasins de vêtements, certains appartenant à des minorités. Et ces personnes pourraient adopter un autre type de politique identitaire pour exprimer leur aversion envers les manifestants. Donc, à mes oreilles, ça ressemble beaucoup au point de vue d'un républicain américain modéré. Studilin, lui, va encore plus loin, faisant écho à l'affirmation de Samuel T. Huntington, un politologue conservateur américain, que l'Amérique est en train de perdre, ou a déjà perdu, son héritage anglo-saxon et avec ceci, le consensus politique issu de cet héritage. À sa place, on trouve des valeurs de pluralisme culturel qui ont accompagné l'augmentation des flux d'immigration aux États-Unis à partir des années 60. Et ce qui a, encore une fois,
encourager la politique de l'identité et de la victimisation. Pour citer Sue, il dit pour Huntington, le multiculturalisme rongeait l'âme de l'Amérique, obscurcissant son identité nationale. L'Amérique ne serait bientôt plus l'Amérique, et suite à une vague après l'autre d'invasion par des religions étrangères, l'Amérique suivrait inévitablement le chemin de Rome, disparaissant après avoir perdu son esprit distinctif. Donc c'est un Chinois qui dit ça, de l'héritage anglo-saxon. Donc il est difficile d'éviter la conclusion que ces libéraux chinois, et j'insiste pour dire qu'ils sont tout à fait représentatifs, sont considérablement à droite de la plupart des libéraux américains, du moins sur les questions de Black Lives Matter et de la politique identitaire. Cela dit, ces gens-là qui assistaient à cette table ronde n'étaient pas des partisans de Trump. Mais à la lumière de ce qu'eux ils disent sur le politically correct, il est peut-être un peu plus facile de comprendre les partisans libéraux de Trump en Chine qui sont quand même nombreux, aussi surprenant que ça puisse paraître. Beaucoup des partisans de Trump, des libéraux chinois qui appuient Donald Trump, sont des libéraux conservateurs. Ils seraient des libertaires ou des républicains aux États-Unis. Ils suivent l'économiste autrichien Hayek en assimilant les marchés à la liberté, en rejetant la plupart des interventions gouvernementales. Et donc, pour ces libéraux chinois, Donald Trump apparaît comme un phare qui ouvre la voie à une Amérique que les libéraux plus éveillés des dernières générations mettent en péril. Donc, ils ont avalé « Make America Great » de la même façon que les Américains. En fait, l'épisode entier témoigne de l'état désordonné et malsain de la politique aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Le tout nourrit pas mal pour les réseaux sociaux, je dirais. Aux États-Unis, par exemple, de nombreux immigrants récents d'origine chinoise sont des partisans de Trump, en grande partie parce qu'ils considèrent qu'ils ont réussi grâce à leur travail acharné et qu'ils n'aiment pas les initiatives gouvernementales telles que la discrimination positive et les groupes qui bénéficient de ces politiques. Par le biais des médias sociaux, ces opinions des Chinois qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs dans la diaspora sont relayées jusqu'en Chine, où elles renforcent des idées similaires sur le travail et la réussite, les idées souvent teintées de racisme dans le contexte des discussions sur Black Lives Matter. On va explorer ça un tout petit peu avec un dernier texte écrit par un autre libéral bien connu, qui est Zhang Qianfan, encore un prof à l'Université de Pékin, collègue de He Weifang, aussi un collègue de Zhang Shigong, que je vais présenter la semaine prochaine. C'est un activiste qui se trouve parfois un peu dans l'eau chaude comme les autres. Certains de ses manuels et textes ont été retirés de la circulation parce qu'ils ont frôlé par la dissidence forcément. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'en octobre de 2020, Zhang Qianfan publie un article intitulé « La gauche et la droite en Chine et en Occident, un malentendu transoceanique ». C'était publié sur un blog en langue chinoise, en fait ici à Paris, mais un blog qui est suivi en Chine. Et il note, et je cite, « En partie, en raison du climat politique de plus en plus lourd à l'intérieur du pays, c'est-à-dire en Chine, l'attention de la nation se tourne de plus en plus vers l'étranger, en particulier vers les États-Unis, où la polarisation politique de la gauche et de la droite a exacerbé le clivage libéral à l'intérieur du pays, la Chine. Donc ça confirme mon point que l'espace d'institution se rétrécit beaucoup en Chine. Zhang continue, après l'élection de Donald Trump, la faction anti-Trump et les fans de Trump se sont battus comme chiens et chats en Chine. Certains chrétiens chinois et défenseurs de la liberté religieuse ont commencé à saluer le triomphe de l'évangélisme, tandis que des universitaires conservateurs ont fortement recommandé l'ouvrage « Les racines de l'ordre américain » par l'auteur conservateur Russell Kirk et ont souligné les origines chrétiennes de la Constitution américaine.
Après l'incident de George Floyd, il y a eu une vague de protestations à travers les États-Unis, y compris les actes de vandalisme qui ont provoqué le mépris de nombreux Chinois et un racisme déjà profondément enraciné s'est rapidement fait sentir à nouveau en Chine. Donc, l'argument plus large de Zhang Qianfan est en effet que le monde libéral en Chine est en train d'être déchiré par la politique américaine de Donald Trump. Comme j'ai déjà mentionné, il y a bien sûr des différences entre les libéraux chinois, tout comme il y a des différences entre les libéraux en France ou ailleurs. En Chine, ces différences, selon Zhang Qianfan, avaient été masquées jusqu'à dernièrement par un consensus plus important selon lequel le retour possible d'un État totalitaire était une préoccupation plus urgente. Et les libéraux chinois voyaient les États-Unis comme le contrepoids le plus efficace à cette éventualité. L'élection de Donald Trump a redistribué les cartes. Donc, selon Zhang, je vais juste passer, pour raison de temps, d'une autre citation de lui. Donc, il conclut, Zhang Qianfan, que l'apparente convergence de la gauche et de la droite en Chine et en Occident est devenue un malentendu transatlantique. Ce malentendu ne nous coûtera pas seulement des alliés dans la lutte contre le totalitarisme, mais a déjà créé une confusion des valeurs dans le monde des libéraux chinois et pourrait en venir à changer le sens même du libéralisme. Si, il conclut, le libéralisme chinois s'oppose à l'égalité, à une personne, un vote, à la séparation de l'Église et de l'État et à la laïcité, et à au moins certaines libertés comme le mariage homosexuel, pour des raisons religieuses, et s'y prendre une croyance religieuse particulière comme une sorte d'orthodoxie nationale, alors, que reste-t-il du libéralisme en Chine ? Donc, en guise de conclusion, Zhang Qianfan est probablement trop pessimiste en ce qui concerne les libéraux chinois, mais il y a néanmoins assurément lieu de s'inquiéter. Dans la situation en Chine, pour souligner encore une fois, c'est que l'espace rétrécit pour la discussion des choses sérieuses du côté libéral. Les réseaux sociaux explosent. Le gouvernement est bien content de voir les Chinois se rentrer dedans réciproquement sur les questions de Donald Trump ou du libéralisme américain. Ça fait leur affaire. Donc apparemment, c'est ça qui arrive. Comme je l'ai mentionné, les libéraux chinois à l'ancienne sont toujours là. Ils mènent toujours le bon combat dans les coins obscurs de l'Internet. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de noter que si j'ai commencé cet essai avec Li Shenzhi, qui s'est inspiré de Václav Havel et a préconisé de vivre dans la vérité, là, je termine la conférence avec d'éminents libéraux chinois qui critiquent Black Lives Matter et embrassent Donald Trump, quelqu'un qui ne vit manifestement pas ni dans ni pour la vérité. Et ce n'est pas forcément ce que nous voulons ni pour le monde de demain, ni en Chine, ni ailleurs. Merci beaucoup. Bien, je dois dire que c'est donc la troisième conférence que nous entendons, et vous voyez que ce que David Hornby nous propose, c'est vraiment en fait une plongée à l'intérieur de tous les débats qui font rage sur les réseaux sociaux en Chine. Parce que là, en fait, David Hornby fait un travail de veille, en quelque sorte, sur tout ce qui circule justement sur ces réseaux sociaux. Et donc, là, vous voyez que, contrairement à ce qu'on voit d'ici, c'est-à-dire nous, je crois que David Hornby l'a bien souligné les fois précédentes, nous gardons ce point de vue sur la Chine qui est un peu le point de vue qu'on a hérité de la guerre froide, c'est-à-dire au fond une Chine qui serait calquée sur le modèle de l'Union soviétique. Or là, vous voyez que en fait, même actuellement, en fait, les gens continuent à s'écharper. Enfin, ça discute ferme, mais quelquefois, ça fait précisément le jeu du pouvoir en place. Ouais.
Et ce que David Hornby a dit à propos justement des communautés chinoises de la diaspora, et notamment aux États-Unis, ça je parle d'expérience personnelle, je confirme qu'il y a effectivement ce soutien assez paradoxal, mais pourtant massif pour Trump. Oui. Donc là, vous voyez un petit peu le jeu qui se fait entre ces diasporas chinoises à l'étranger, mais surtout donc aux États-Unis, parce qu'en fait, quand les Chinois vous parlent de l'Occident, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est les États-Unis essentiellement. Hein. Bon. Pour eux, l'Occident, c'est ça. Hein. Bon, ça se réduit à ça. Et nous, les Européens, en fait, on compte pour du beurre. Hein. On est complètement transparent. On peut toujours causer, mais ça ne les intéresse pas. Donc là, les personnalités, ces universitaires de Shanghai, autour de Xu Jilin, Tongdong et tout ça, enfin, nous on les connaît, enfin je veux dire, bon, sont des gens qui essayent de maintenir cette passerelle vers les États-Unis. Ils ont eux-mêmes passé beaucoup d'années aux États-Unis et maintenant essayent de conserver cette passerelle. Enfin, Tongdong continue à essayer d'organiser des colloques aux États-Unis. À Shanghai, il essaye d'organiser des cours de philosophie chinoise en anglais. Enfin bon, donc là, vous voyez un petit peu comment justement finalement la vie politique américaine exerce une influence extrêmement forte en fait sur les débats d'idées en Chine même. Hein. Donc ici, on a véritablement quelque chose de globalisé. Hein. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas toujours très, très clairement conscience en Europe, parce qu'encore une fois, nous, on reste bloqué un petit peu sur notre vision guerre froide. Hein. Donc ça, je pense qu'on a quelque chose de tout à fait éclairant, même si ça sent pas forcément très bon. Hein, mais donc non, voilà. C'est pas gay. Oui, non, c'est pas gay. Bon, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Est-ce que donc il y aurait des questions? Évidemment, ça soulève plein de questions, mais est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer autrement que par un blog?